Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13 heures au Bénin. Voici le sommaire. Deux jeunes béninois ont trouvé récemment la mort dans un naufrage en Tunisie. Ce phénomène à haut risque est grandissant et nécessite une attention particulière de la part des dirigeants. Dans ce 13 heures au Bénin, nous vous proposons un magazine pour découvrir les potentielles raisons qui poussent la jeunesse à opter pour l'immigration clandestine et quelques approches de solutions. Ensuite, la phase B du projet asphaltage touche 5 autres villes, dont celle de Djougou, chef-lieu du département de la Donga. Le lancement officiel de la deuxième phase a été effectué. C'était en présence des populations, des têtes couronnées, ainsi que d'autres autorités. Et puis enfin, malgré le degré d'amour que nous portons à nos mères, ce n'est pas toujours la bonne entente entre mère et enfant. Il y a des façons de faire ou de dire certaines choses qui parfois montent la température entre mère et enfant. Nous avons rencontré plusieurs personnes qui ont partagé avec nous quelques mots pour désigner ce que maman fait et qui à leurs yeux est parfois difficile à digérer. Et voilà pour le sommaire de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans la poursuite de son séjour en terre brésilienne. Le chef de l'État, Patrice Talon, a fait escale à Salvador de Bahia. À cette étape, Patrice Talon a vanté à nouveau les mérites et l'attractivité de l'économie béninoise et a lancé un appel aux Brésiliens à s'intéresser davantage à notre pays, le Bénin. Il a plaidé également pour un rapprochement des deux peuples. Je vous invite à suivre un extrait de sa déclaration. Je suis ému parce que ici, à Salvador, je me sens comme chez moi. Nous avons un lien historique entre le Bénin et Bahia. Et pour moi, Bahia, c'est un peu le Bénin. Et c'est pour ça que je suis ému, mais en même temps à l'aise. Et en même temps un peu frustré. Parce que pour deux communautés, deux régions du monde, deux peuples qui sont si proches par l'histoire, c'est dommage qu'on ne se connaisse pas assez. Le Bénin ne connaît pas le Brésil. Le Bénin ne connaît pas Bahia. C'est seulement à travers les écrits, les documents, l'histoire qu'on se connaît. Mais le contact humain n'existe pratiquement pas. C'est pareil, le Brésil ne connaît pas le Bénin. Ma visite ici à Bahia est destinée un peu à faire cette réparation-là. Le monde a connu beaucoup de douleurs. L'histoire des hommes à travers le temps a été toujours émaillée de drames, de domination, de conquête, d'horreur. Mais chaque génération, sans oublier le passé, a le devoir de construire son présent et même son avenir. Monsieur le gouverneur, pour le frère que vous êtes parce que vous êtes de Bahia, et je suis du Bénin pour le frère que vous êtes, je peux vous dire que le continent africain, en ces temps actuels, est seul responsable de son sous-développement. Je le dis avec toute sa gravité. Je le dis avec le risque que je peux ne pas être compris. Mais c'est ça, ce qui caractérise désormais l'état d'esprit du Bénin. Et toujours à Salvador, Patrice Talon a eu des échanges avec les parlementaires. À cette occasion, le devoir d'une Afrique qui doit se remettre de son passé et poursuivre sa marche vers son développement est le principal message que Patrice Talon a lancé aux communautés noires du monde entier. On l'écoute. L'Afrique est faible, pas seulement à cause de l'esclavage, pas seulement à cause du colonialisme, pas seulement à cause du néocolonialisme, mais l'Afrique est faible par sa faute aujourd'hui. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été vidée de son énergie, de son sang, il y a des siècles. Ce n'est pas parce que l'Afrique a été colonisée que la faiblesse d'aujourd'hui de l'Afrique est exclusivement liée à ce passé. C'est trop facile de tenir ce prétexte pour justifier la faiblesse durable, je dirais peut-être même éternelle de l'Afrique. Il faut en être conscient. Je suis venu porter ce message ici au Brésil.
J'ai été à Martinique il n'y a pas longtemps où j'ai porté également ce message que les peuples noirs doivent se réveiller autrement. Qu'ils soient d'Afrique ou de la diaspora, il est temps que les Africains, que les Noirs, sans oublier le passé, ne restent pas enchaînés dans le passé. Il est temps que l'homme noir, pris individuellement, que les communautés noires décident de rentrer dans la compétition en refusant de rester dans les rancœurs du passé. Cela nous faiblit. Cela nous rend vulnérables. Cela fait que nous ne savons pas que nous avons le même potentiel que les autres. Sans oublier les douleurs du passé, si nous nous libérons de cet esclavage nouveau qui est notre souvenir, nous allons nous développer. Je vous l'annonçais en titre, la phase B du projet asphaltage touche désormais 5 autres villes, dont celle de Djougou, chef-lieu du département de la Donga. Le lancement officiel de la deuxième phase a été effectué. C'était en présence des populations, des têtes couronnées, ainsi que des autorités communales et d'autres invités. Compte rendu avec Candide Ronrento, Rachidi Soubirou. C'est un mercredi joyeux pour les Kandiens et Kandiennes. Les têtes couronnées, les sages, la population de la ville et les autorités communales ainsi que les honorables députés sont témoins du démarrage des travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires de Kandi. Ainsi, c'est la phase B du projet asphaltage dont bénéficient 6 différentes villes du pays qui prend corps ici dans cette commune de la Liborie. Et c'est un programme d'ampleur. Ici à Kandi, c'est plus de 13 km de routes urbaines qui seront aménagées. C'est des kilomètres aussi d'assainissement. Après cela, ce sont des activités commerciales qui vont se développer. À Kandi, nous voulons développer une ville durable, une ville résiliente, une ville saine et où il fait bon vivre. Une partie de la réponse à cette question se trouve donc dans ce programme d'asphaltage. Dans la ville de Kandi sont prévues la construction de voiries urbaines de 13,31 km, 5,8 km de collecteurs d'eau pluviale, 2200 arbres d'alignement et 1120 lampadaires solaires. Les travaux seront exécutés par l'entreprise Sino Hydro avec à ses côtés comme maître d'ouvrage délégué du projet la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire SIRAT. Sa mission, assurer un bon déroulement des travaux, mais aussi le respect du délai contractuel. Madame, Messieurs, les membres du gouvernement à travers cette cérémonie, vous venez ainsi de mettre fin aux multiples souffrances de nos populations liées à la dégradation avancée de nos rues. Je formule le vœu de voir ces réalisations achevées dans les meilleurs délais pour le grand bonheur de nos populations. Vraiment, on est très heureux, satisfait. On ne peut même pas compter. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, là, ce qu'on est en train de voir côté Alpha et ce qui est en cours là, vraiment, on est tellement joyeux. On doit remercier le gouvernement du président Talon. On ne sait quoi dire encore. C'est comme c'est une très très grande fête pour nous, quoi. Parce que nous n'attendons pas à ça. Et voilà que c'est arrivé. La ville de Kandi va devenir comme Cotonou. Prévu pour durer 18 mois, ces travaux d'aménagement et de réhabilitation des voiries primaires, secondaires et tertiaires et de construction des collecteurs d'eau pluviale sont estimés à un coût global de 19,39 milliards de francs CFA. Les populations de la ville ont par ailleurs été exhortées à faciliter la tâche à l'entreprise qui s'occupe des travaux. Et puis nous restons sur ce projet asphaltage. Outre la ville de Kandi, dont vous venez de suivre le lancement, cette phase B du projet asphaltage prend aussi en compte la ville de Djougou, chef-lieu du département de la Donga. Le lancement officiel de la deuxième phase a été donc effectué en présence des populations, mais aussi des autorités.
C'est avec l'enthousiasme des populations et tout ce monde réuni ici pour la circonstance que le ministre d'État chargé du développement, Abdoulaye Biotchane, et sa délégation procèdent au lancement officiel des travaux d'aménagement des voiries primaires, secondaires et tertiaires, l'O11B dans la ville de Djougou. Un lancement effectué devant les femmes, les sages, les têtes couronnées, autorités communales et quelques députés qui siègent à l'Assemblée nationale, dont l'honorable Malik Gomina. Ce projet d'asphaltage que vous lancez aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État, va conduire à l'amélioration du cadre de vie et à la dynamisation de l'économie et du secteur touristique de Djougou. Djougou va bénéficier du projet d'asphaltage, une initiative qui va transformer totalement le visage urbain de Djougou, qui est déjà un carrefour. Vous voulez aller au Togo, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Burkina, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au Nigeria, vous passez par Djougou. Vous voulez aller au sud du Bénin, vous passez par Djougou. Et tout ça, nous le voyons à travers ce carrefour important que nous traversons tous les matins. Avec l'asphaltage, tout ça va être totalement transformé et nous aurons une visibilité beaucoup plus importante, une urbanisation et une modernisation de la ville. L'aménagement et la réalisation des voiries primaires, secondaires et tertiaires et la construction des collecteurs d'eau pluviale à Djougou s'inscrivent dans le cadre de la phase B du projet asphaltage. À cet effet, 19,26 km de voiries urbaines, dont plus de 2 fois linéaires de la phase A, 7,36 km de collecteurs d'eau pluviale seront construits. La ville va également bénéficier de 2120 arbres d'alignement et 1060 lampadaires solaires pour l'éclairage public. Pour l'exécution des travaux qui s'étendent sur 18 mois, elle sera à la tâche de l'entreprise chinoise Stekol. L'entreprise sélectionnée, Stekol, a pris l'engagement de réaliser ces travaux dans un délai qui ne devra pas dépasser 18 mois. Nous comptons bien nous assurer que cette promesse sera tenue. La CIRAD veillera particulièrement au respect des attentes tant à la fois de la commune que du gouvernement sur les questions de qualité, de respect des délais tels que rappelés, mais également du coût objectif alloué par le gouvernement. Les travaux que nous lançons ce jour engendreront nécessairement des contraintes et des désagréments pour les populations. Nous tenons à les remercier d'avance pour leur compréhension et leur coopération. Le coût de cette deuxième phase du projet asphaltage dont bénéficie la commune de Djougou sur les 6 villes ciblées est estimé à 22,15 milliards de francs CFA. Des ressortissants béninois et bien d'autres nationalités ont récemment trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation en Tunisie. Dans le lot, plusieurs jeunes du Bénin. Ce phénomène au risque est grandissant et nécessite une attention particulière de la part des dirigeants. Dans le mini-magazine que nous vous proposons, Teddy Goudalo, bien entendu, nous amène à découvrir les potentielles raisons qui poussent la jeunesse à opter pour l'immigration clandestine et quelques approches de solutions pour limiter la masse de jeunes qui se retrouvent dans l'obligation d'aller se faire un statut dans les pays d'Europe. Voici les images. L'information à faire le tour du monde au petit matin du samedi 18 mai 2024. Dans la nuit du 16 au 17 mai, des migrants de plusieurs nationalités, dont celle du Bénin, sont morts noyés dans la Méditerranée. La mauvaise nouvelle est annoncée par le ministère béninois des Affaires étrangères à travers un communiqué. C'est avec une profonde tristesse que les autorités béninoises ont appris le naufrage au large des côtes tunisiennes d'une embarcation transportant une cinquantaine de migrants de diverses nationalités, y compris béninoises. Nous avons perdu un homme très important des fils de Djougou, qui était en partance pour l'Occident. C'est un phénomène qui nous attriste, c'est une très grande désolation. Personne, aucun maire ne voudra voir sa population être décimée comme ça. Mais en réalité, la question qu'on va se poser, mais qu'est-ce qui est la cause ? Comme pour le maire de Djougou, les raisons de la migration des jeunes béninois vers l'Europe par la mer est un sujet qui préoccupe plus d'un. Mais visiblement, tout le monde s'accorde sur les conditions de vie en Afrique qui les y contraignent.
Il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette obstination des jeunes à migrer vers l'extérieur. De plus en plus, les pays du Nord, les pays européens sont des pays qui deviennent de plus en plus attractifs pour les jeunes. Et cette attractivité est révélée à travers les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et vous avez des chaînes de télévision qui montrent des images paradisiaques, je dirais, de certaines parties du monde où il fait bon vivre pour les jeunes. Et cela attire beaucoup de jeunes qui auraient voulu être dans des conditions pareilles et qui sont prêts à tenter le coup pour se retrouver dans ces pays-là. Et lorsque tu as des besoins que tu n'arrives pas à satisfaire, encore que tu as encore des charges et que tu n'arrives pas à répondre au regard de ta responsabilité, à un certain moment, certains se disent, bon, à quoi bon de rester? Et quand on vous vend un certain nombre de, je dirais, d'Eldorado, vous dites, bon, si vous allez ici, vous pouvez vous en sortir. Certains sont partis, se sont sortis d'affaires. Vos maigres ressources, revenus, vous mettez ça dedans et puis vous prenez le chemin où vous ne connaissez rien et c'est l'aventure. Ce sont les résultats. Comme le dit Gégé Lapinot, si tu n'as rien, tu n'es rien. Et donc du coup, si tu n'as rien et que tu n'es rien ici, c'est ça qui amène les gens à sortir pour aller se chercher le statut pour devenir quelque chose ici. À Djougou, commune la plus touchée dans le drame de mi-mai en Méditerranée, la réalité est tout autre. Le maire Idrissou Yaya pointe du doigt d'autres raisons qui amènent les jeunes de son territoire de compétence à opter pour l'immigration clandestine. La première cause qui est un fait et qui est une réalité visible par tout le monde, c'est le manque de travail. Il n'y a pas de travail à Djougou. La population de Djougou est très très jeune. Par nature, par habitude, l'homme de Djougou aime l'aventure. Parce que si vous allez observer, vous allez voir que nos parents faisaient ces mêmes aventures en direction du Nigeria, et comment on appelle du Ghana. Mais en ce moment, les gens vont et ils reviennent. C'est une mauvaise option selon le maire de Djougou que de vouloir migrer clandestinement. Il invite les parents à jouer pleinement le rôle qui est le leur pour que de pareilles pertes en vies humaines ne s'enregistrent plus. On ne peut pas refuser l'immigration. Seulement, ce qu'on demande à nos populations, c'est de faire cette immigration de façon officielle, de façon civilisée. Aller chercher son visa normalement et voyager normalement. Il ne sert à rien de prendre des risques. Les statistiques montrent que sur 100 jeunes qui quittent Djougou pour aller en Europe, c'est à peine 20 qui y arrivent. Et parmi les 20, c'est peut-être 1 ou 2 qui réussissent à faire quelque chose. Face aux nombreux facteurs qui entraînent l'immigration clandestine des jeunes béninois, il urge pour les pouvoirs publics de mettre en place des stratégies pouvant dissuader les candidats dans ce choix à haut risque. On n'a pas vraiment de politique structurelle de prise en charge des jeunes. Je pense que c'est à cela qu'il faut veiller pour que davantage les jeunes puissent se sentir concernés par tout ce qui se fait dans leur pays. C'est la seule condition pour limiter la masse de jeunes qui va désirer donc partir dans ce type d'aventure. J'ai plein de mes étudiants et étudiantes qui viennent en cours, mais qui vont faire une formation professionnelle, coiffure, couture, ainsi de suite. Est-ce qu'il faut refuser ça? On ne peut pas refuser ça. Celui qui a déjà, par exemple, le niveau de baccalauréat, ou bien le niveau licence, il va faire une formation. Pour les essais, il va faire ça différemment. Ça serait différent. Maintenant, il faut une politique qui essaie d'encourager ces gens-là. L'OIM nous a aidé à mobiliser plus de 3 milliards. Et on est en train de développer un projet à 3 volets. Le premier volet, c'est la sensibilisation. Il faut sensibiliser les parents, il faut sensibiliser les jeunes pour qu'ils comprennent le danger qu'ils courent. Le deuxième volet de la chose, c'est les jeunes candidats ou ceux qui sont arrivés, il faut les former. Donc la formation. Et ça ne s'arrête pas à la formation. Après la formation, on les aide à s'installer. On les met en coopérative
on leur donne le matériel et le petit capital pour commencer leur activité. Et la troisième phase, c'est les visites d'échange avec les villes qui ont réussi à endiguer ce phénomène de migration. C'est l'une des rares fois que le Bénin annonce la mort par naufrage d'un ou plusieurs de ses citoyens en mer pour immigration. Dans son communiqué d'annonce, le ministère béninois des Affaires étrangères a une fois encore attiré l'attention des populations sur les conséquences du phénomène d'immigration clandestine. Dans la suite de cette édition, nos moments étaient à l'honneur ce dimanche pour l'occasion de la célébration de la fête de nos moments. Une équipe de notre rédaction a promené son micro pour recueillir quelques mots des personnes rencontrées à l'endroit de leur mère. Suivez les détails. En ce jour, je souhaite à ma mère et à toutes les mères du monde entier une bonne fête. Voilà, je leur souhaite une longue vie, de la joie, la paix, voilà, tout le meilleur quand même. Oui, je souhaite une bonne journée, une bonne fête des mères, maman, longue vie à elle, beaucoup de santé, surtout beaucoup d'argent, pour que je puisse bien manger. Voilà, c'est important. Et aux autres mères aussi. Je voudrais juste remercier ma mère pour tout ce qu'elle a eu à faire pour moi et pour tout ce qu'elle fait pour mes frères et sœurs. Et je voudrais aussi remercier le Seigneur pour ce qu'il fait pour elle. Et je voudrais que Dieu la bénisse énormément. Maman, je t'aime beaucoup, tu es tout pour moi. Je ferai tout pour toi et je serai toujours là pour toi. Maman, en ce jour des mères, je te souhaite le meilleur. Je souhaite que tu sois là pour pouvoir voir et tout ce que je ferai. J'aimerais que tu vives plus longtemps pour pouvoir bénéficier de tout ce que je ferai. Je t'aime beaucoup, maman. Bon, moi, je t'aime beaucoup. Je vous remercie pour tout. Les conseils, tout ce que tu fais pour moi. Bisous. Très bonne fête des mères à tous les mères du monde. Je souhaite bonne fête à ma maman. Je la remercie infiniment d'être là pour moi dans les moments difficiles et consommés. Je la remercie infiniment pour ça quand même. Et à toutes les mères du monde entier, voilà, je leur souhaite bonne fête et que Dieu les garde pour nous. À ma mère, j'aimerais lui dire que je l'aime beaucoup et qu'elle a un cadeau du ciel, que je n'aurais pas pu tomber sur une meilleure mère qu'elle. Et bonne fête à elle, bonne fête à toutes les autres mamans du monde entier. Et que Dieu les garde, les aide et les accompagne dans leur mission. Maman, je t'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi les mères, toutes les mères. Je remercie beaucoup les mères du monde entier. Je leur souhaite une très bonne fête. Je profite de cette opportunité pour souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans du monde. Et aussi à ma maman Adela Vouzenavou. Je te souhaite une très bonne fête des mères et merci pour tout ce que tu as fait pour moi jusqu'à ce jour. Je t'en suis très reconnaissante et j'espère te rendre fière avec tout ce que je fais. Bonne fête des mères. Et puis dans un autre sens, malgré le degré d'amour que nous portons à nos mères, ce n'est pas toujours la bonne entente entre mères et enfants. Il y a des façons de faire ou de dire certaines choses qui parfois montent la température entre mères et enfants. Nous avons rencontré plusieurs personnes qui ont partagé avec nous quelques mots pour désigner ce que maman fait et qui à leurs yeux est parfois difficile à digérer. On les écoute. Ce qu'elle fait, je n'aime pas. C'est lorsque je décide de me poser, me reposer tranquille et elle se permet de me déranger, m'appeler, m'envoyer pour des petits trucs que les petits frères pourront faire. Mais elle m'appelle pour ça, elle me dérange et tout. Mais en tout cas, c'est pas mal. Après tout, c'est ma mère. À pas crier sur nous là, j'aime tout ce qu'elle fait. Parce qu'elle se bat trop pour qu'on soit meilleur, quoi. Bah, j'aime pas qu'elle crie sur moi. Parce qu'elle crie sur moi, ça me fait mal, ça me fait pleurer. Et tout, j'aime pas qu'elle se fâche contre moi. Ok, bon, maman, je n'aime pas lorsque tu cries sur moi. Et même lorsqu'on travaille là. Mais en tout cas, elle peut tout faire. Tu dis, ça ne suffit pas. J'aime pas. Oui. Bon, moi, je t'aime beaucoup et merci pour tout ce que tu fais pour moi. Juste que la façon dont tu m'insultes là, c'est ça que j'aime pas du tout. Et ma maman, ce qu'elle fait que j'aime pas trop, souvent à la maison, elle veut m'appeler, elle fait
Fais milady. Les trucs comme ça, moi, vraiment, ça m'énerve. Il faut qu'elle arrête ça. Pour dire vrai, elle crée déjà trop sur moi pour quelque chose de simple. Voilà, elle crée sur moi et j'aimerais que ça change, quoi. Voilà. Maman, elle insulte trop les gens. Elle insulte trop les gens. Mais bon, j'aime ça quand même. Maman, tu sais que je t'aime beaucoup. Mais j'aime juste pas quand tu cries trop sur moi. Mais bon, tu es ma maman et je t'aime quand même. Maman, j'aime pas quand tu prépares la nourriture que j'aime pas. Et puis, à Parakou, à présent, les hostilités sont lancées pour la campagne de Zakiatou Latoundji, candidate à l'élection des professionnels des médias, appelée à siéger à la 7e mandature de la HAC. C'est dans le septentrion, précisément à Parakou, que la candidate a choisi d'ouvrir sa campagne. La cérémonie officielle de lancement aura eu lieu ce samedi en présence de plusieurs professionnels des médias et d'autres acteurs de la société, en face desquels Zakiatou Latoundji a livré un discours qui renseigne sur son ambition dans le cadre de cette élection. Suivez ici les détails avec Ulrich Abalo, Socrate Atantodé. Zakiatou Latoundji vient de donner le coup d'envoi officiel de sa campagne dans le cadre de l'élection des professionnels des médias appelés à siéger à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC 7e mandature. C'est depuis cette salle de conférence d'un hôtel de la ville de Parakou, la cité des Kobourou, que la candidate a lancé les hostilités. Déroulées ce samedi 25 mai 2024, cette séance a été l'occasion pour celle qu'on appelle l'Amazone des médias de livrer son discours de lancement de campagne. Un message qui renseigne sur ses ambitions et intentions de défendre les intérêts de la corporation et de consolider la liberté d'expression. Ma candidature est portée par des idées claires, novatrices, audacieuses et même ambitieuses pour le rayonnement de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et de la presse béninoise, ainsi que le mieux-être des professionnels des médias que nous sommes. Dans sa déclaration, Zakiatou Latoundji, la seule candidature féminine dans la catégorie audiovisuelle, promet de placer les acteurs au cœur de ses priorités. Également, faire de son mandat celui de la restauration et du développement. Force est de constater que pour certaines mandatures, nous avions désigné de véritables ambassadeurs de notre cause. A contrario, certains piètres représentants inefficaces et peu soucieux de nos problèmes ont également été désignés au cours des 30 ans de fonctionnement de l'institution. C'est d'ailleurs ce constat amer qui justifie ma candidature, celle de l'audace, de l'engagement, à œuvrer pour redorer le blason de l'institution et mettre les préoccupations et les attentes des professionnels des médias au cœur des initiatives. La séance a connu la présence d'un parterre de professionnels des médias, aussi bien du secteur public que du privé, ainsi que des autorités morales venus apporter leur soutien à la candidature. En soutenant la candidature de Zakiatou à la HAC, nous affirmons notre indépendance d'esprit et notre liberté en tant qu'individu conscient, capable de voter en toute liberté et en toute conscience, sans céder aux pressions extérieures. Refuser de soutenir Zakiatou reviendrait à nous exclure nous-mêmes, en montrant que la HAC reste inaccessible à quelqu'un de notre condition, même si elle est la plus qualifiée pour améliorer notre situation. Femme au parcours inspirant, la candidate Zakiatou Latoundji, journaliste et présentatrice, a affiché une volonté manifeste de participer à la construction d'une presse plus professionnelle avec des acteurs épanouis. Rendez-vous au soir du 9 juin prochain pour savoir si les électeurs ont accordé de l'intérêt à ces engagements.
Et pour finir cette édition, la 19e édition des Jeux concours nationaux de culture générale organisés par l'ONG Promo Éducation et Loisirs a connu son épilogue à travers une cérémonie de remise de prix aux lauréats qui s'est tenue ce samedi à Cotonou. L'événement a été marqué par la présence de plusieurs autorités administratives. Les détails avec Hugues Vingbe et Deron Prévi. Ils sont au total 500 à recevoir leur prix dans le cadre de cette cérémonie de clôture de la 19e édition des Jeux concours nationaux de culture générale. 16 élèves et étudiants ont été sélectionnés après avoir répondu à diverses questions portant notamment sur le tourisme, la littérature, l'actualité nationale et internationale. Ces Jeux concours sont initiés par l'ONG Promo Éducation et Loisirs. Les Jeux concours visent à développer le goût de recherche chez les élèves et étudiants qui sont invités à se rapprocher des personnes ressources, parcourir les bibliothèques, les cyber, contacter des professeurs, des amis, tous ceux qui sont en mesure de leur fournir de bonnes et de très bonnes informations. Plusieurs autorités administratives ont marqué de leur présence cet événement. Nous invitons les lauréats d'aujourd'hui à maintenir le cap et ceux qui n'ont pas pu être nominés à redoubler d'efforts car tout travail bien fait mérite sa récompense. Mesdames et messieurs les organisateurs et à la tête, Monsieur Gabin Idou, recevez une fois encore nos félicitations. Chers lauréats, je voudrais vous dire que si vous êtes ici ce matin, ce n'est pas un hasard. C'est le fruit du travail bien fait. C'est le fruit de la persévérance. Le parrain de l'événement a saisi l'occasion pour féliciter les lauréats et leurs parents. Vous avez travaillé, vous avez cherché, vous avez fouillé, vous êtes allé dans les cyber. Et aujourd'hui, nous vous retrouvons nombreux comme ça. Je vous félicite. Je félicite également les parents d'élèves, parce que sans leur accompagnement, vous ne serez pas ici. Les 3 premiers de cette 19e édition des Jeux concours nationaux de culture générale sont repartis avec une moto, un ordinateur portatif, un poste téléviseur écran plasma, des bons de colonie à Accra et un pack de papier hygiénique. Les autres récompenses distribuées à cette occasion sont entre autres des pagnes, des dictionnaires et des matelas. L'ONG Promo Éducation et Loisirs vient de nous prouver sa crédibilité et sa bonne foi quant à la teneur effective de la cérémonie de remise des prix aux lauréats issus de la 19e édition nationale des Jeux concours de culture générale. Marquée de prestations chorégraphiques, la cérémonie s'est achevée par la remise d'un trophée, prix de rayonnement de l'administration publique à la représentante du ministère de la fonction publique. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à 16h, votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.